on va préparer les élections. Je vous dis les points centraux, hein, les points clés de l'accord politique de Ouaga. Ça, c'est des choses même on doit revenir là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a fait la préparation des élections, tout redevient normal. Donc, ça va nous conduire de façon irréversible vers la fin de la crise. Voici les points d'accord de l'accord politique de Ouagadougou. Maintenant, qui va exécuter tous ces différents points-là? Qui va exécuter tous ces différents éléments que j'ai cités pour qu'on puisse aboutir à un processus politique de paix? C'est ça. Ça dit, toi et moi, on discute, on est d'accord sur ce qu'on a fait. Maintenant, qui va exécuter? Je vais prendre un passage biblique simple qui illustre ça. Quand l'Égypte subissait la famine, Joseph était en prison. Mais Joseph avait déjà vu ça venir. Donc, Joseph a été présenté à Pharaon. Je saute quelques points. Et Joseph a expliqué que l'Égypte va connaître une grande famine. Mais après une saison d'abondance, l'Égypte aussi va connaître une saison de disette. Donc, il y aura une famine. Mais pendant la saison d'abondance, ce qu'il faut faire, c'est d'amasser les récoltes et puis sauvegarder une partie des récoltes dans des greniers. Comme ça, quand la saison sèche va venir, il leur serait loisible de pouvoir survivre à cette saison sèche-là. Donc, il a donné le plan de gestion pendant la saison sèche. Donc, Pharaon va dire, mais il ne faut pas te fatiguer. Puisque c'est toi qui m'apportes la solution, ou puisqu'on est d'accord sur comment gérer la crise, sois le Premier ministre pour conduire ça en même temps. C'est exactement ce qui s'est passé pendant l'accord politique de Ouagadougou. Puisque c'est nous deux qui sommes les antagonistes, et que moi, je suis déjà président de la République, donc j'ai besoin alors de quelqu'un pour qu'on puisse finalement mettre en branle, donc dérouler tout le processus. Si c'est à faire quoi? À désarmer les rebelles, à gérer la réunification progressive du pays et surtout à préparer les élections. Voici comment on nomme Sogyum Premier ministre. Voici la raison. Il n'y a pas autre raison. Ce n'est pas pour des raisons techniques. Ce n'est pas pour des raisons, je ne sais pas moi, parce que c'est un technocrate ou bien parce qu'il a la connaissance sur les sujets d'ordre économique et tout ça. Non. Ce n'est pas un gouvernement qui est émanant d'un projet de société. Non. C'est un gouvernement de sortie de crise. Donc, quand on a un gouvernement de sortie de crise, là, on ne peut plus parler de programme de gouvernement. On ne peut plus parler de projet de société. Tout ce dont on parle, c'est de travailler à ce que on connaisse finalement une solution à la crise. Donc, on va nommer les acteurs qui vont faciliter le processus de paix, qui vont faciliter la sortie de crise. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort. Ça n'a rien à voir. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est nommé. Mais moi, j'ai posé la question. Est-ce que quand tout ça prend forme, là, le pays est réunifié? Non. Après la signature de l'accord politique de Ouaga, après qu'on ait nommé X ou Y et tout ça, est-ce que le pays est réunifié? Non. Alors que c'était une des clauses de l'accord de Ouagadougou. Ça, c'est un. Deux. Est-ce que le désarmement est effectif? Le désarmement n'est pas effectif. Voilà. On a connu des mobilisations, désarmement, réinsertion. Le programme de DDR, non, qui a coûté des milliards aux contribuables ivoiriens. Il a été annoncé en grande pompe. On a pris quelques échantillons, des gens comme ça, là, qu'on a montré comme étant des gens démobilisés et tout ça, des gens à qui on a arraché les armes. Et puis, dans la vérité, les gens ne sont pas allés plus loin que ça. Regarde, mon live est restant, hein. Mais bon, je vais parler quand même, parce que je veux qu'on puisse comprendre. Voilà. Donc, ils ne sont pas allés plus loin que ça. Donc, l'accord politique de Ouaga n'a pas atteint ses objectifs. Ça n'a pas atteint ses objectifs parce qu'il y a une partie qui a joué des fois mauvaise, c'est tout. Voilà, c'était du donnant-donnant en quelque sorte. Et ça s'est aussi joué sur la base simple que pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette crise, il faut que les points clés
soit respecté. C'est pour ça qu'on a pris un facilitateur. Maintenant, pourquoi Blaise Compaoré? Si vous avez remarqué, quand la crise a commencé, on a discuté de cette crise-là un peu partout. Voilà, on est allé à Pretoria, on est allé où vous savez, on est allé en France, Québec, Marcoussis, Togo, Accra, je sais tout ce que vous voulez. Mais remarquez que Blaise Compaoré n'avait jamais pris part réellement à tous ces pourparlers-là. Jamais. Alors que c'est un acteur clé majeur. C'est par lui que cette rébellion-là même pratiquement a pu mener cette action diabolique-là. Mais il n'y avait jamais été mêlé. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a dit, mais si on doit faire un règlement de la crise là, mais il faut que ce soit les principaux acteurs qui prennent part à cela. On ne peut pas faire un règlement de la crise sans que ceux-là même qui sont mêlés à cette crise-là ne soient partie prenante de ce qu'on veut faire comme règlement. Donc, vous avez vu que le facilitateur, mais ça a été Blaise Compaoré. Tout ça s'est fait à dessein et c'est le président qui a voulu ça comme ça. C'est pas vrai. Mais les gars là, ils veulent me tuer. Hein. On dit quoi? Visibilité de direct restreinte. Ton direct n'est pas admissible pour les recommandations, a été restreint dans les résultats de recherche, car il contient de mauvaises qualités. Bon, attends, les études. Donc, ok. Je pense que... Non, il n'y a pas qu'on me voie. Attends, me voir. Ils disent que mon truc est de mauvaise qualité. Attends. C'est les maudits. Hein. Attends, il a fait quelque chose. S'il m'envoie un truc, parce que je travaille durement pour maintenir ma page. Hein. Donc, si on doit me restreindre, c'est pas bon pour ma visibilité. Ouais. Voilà. Ouais, je ne sais pas si là, c'est bon maintenant. Ça, c'est Soleil qui m'a envoyé ça. Hein. Soleil. C'est pas grave. Ouais, ça descend le live et puis bon, ça a resté, mon truc, c'est pas bon. Voilà, donc, je pense que après ça va... Donc, voici le principe de l'accord politique de Ouagadougou. Donc, pourquoi on en vient à une crise? Il y a eu des manquements. C'est pour ça que les gens ont peur d'un procès. Voilà. C'est pour ça que les gens ont peur d'un procès. Parce que il y a des engagements qui ont été pris. Et ces accords-là ont fait preuve de foi. Ça veut dire que les gens étaient tenus de s'y engager. Vous comprenez? Mais les gens ne se sont pas engagés suite à leurs paroles données, mais ils ont activé, ou alors la communauté internationale s'est mis en branle pour exercer une pression dont vous n'avez pas idée sur le président Laurent Gbagbo, à l'effet de se rendre aux élections sans que le désarmement ne soit effectif, mais surtout sans qu'il y ait la réunification du pays. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont mis dans la balance? Parce que quand économiquement tu es exsangue, 60% du territoire ne t'appartient pas, donc toute cette partie-là, en termes de recettes fiscales, échappe au budget souverain, tu es amputé d'une véritable marge de manœuvre. Alors que tes charges ne diminuent pas. Je veux dire quoi? Tu ne collectes pas sur l'ensemble du territoire, mais tes charges restent les mêmes. Ce n'est pas parce que tu ne collectes pas sur l'ensemble du territoire que tu ne payes plus les fonctionnaires qui travaillent dans cette zone-là. Vous comprenez? Donc, on était vraiment sur, je veux dire, d'une situation très difficile, hein, honnêtement. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, quand je vois les gens l'ouvrir et dire tout et n'importe quoi, pourquoi le président a fait ça, pourquoi le président n'a pas fait ci, moi je dis, excusez-moi du mot, mais c'est des bêtes en fait. Voilà. Quand tu es dans le feu de l'action, il faut pouvoir situer le contexte dans lequel tu es. On était dans quel contexte? Le président Laurent Gbagbo, là, dans la poursuite dans laquelle il était, il n'avait aucun soutien. Voilà, ça, il faut le dire. Maintenant, cette affaire d'électricité, je vais faire un direct là-dessus, mais je suis en train de préparer une vidéo pour expliquer clairement ce qui se passe. J'attendais une sortie du gouvernement. Vous voyez, il est du ressort du gouvernement quand il y a
des difficultés rencontrées par les populations, il est du ressort du gouvernement de venir expliquer, donner des raisons et surtout proposer des solutions. Aucun membre du gouvernement ne s'est épanché. Ça là, ça peut faire office, je ne sais pas, hein, d'un débat parlementaire. Parce que c'est un problème qui touche pas que seulement les citoyens, mais ça touche les entreprises, le secteur industriel, les secteurs producteurs. Je veux dire, ça a beaucoup de relents. Voilà. Et c'est un truc national. Donc ça devait faire office d'un débat parlementaire et on convoque les premiers responsables. En premier lieu, le ministre qui gère ce truc-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Un instant. Hein. Un instant. Voilà. Donc, cela t'a dit d'enlever les invitations. Ah. Bon, je ne sais pas comment on fait. Après, j'ai regardé ça. Après, j'ai regardé. Donc, il parlait de quoi même? Il parlait de quoi? Je ne suis pas concentré. Oh, je sais même pas de quoi il parlait. J'ai perdu mon fil. Ouais. Je disais que cette coupure de courant, la coupure de courant intempestif là, devrait faire office de débat. Voilà. Mais, et que le gouvernement devait donner des solutions à ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une fuite en avant. Ils ont demandé au DG de Côte d'Ivoire Énergie de venir nous pondre des explications. Comment je vais dire ça? J'ai pas envie de dire de gros mots, mais des explications saugrenues, bizarres, incompréhensibles. Parce que après, je demande à des gens, quand il a parlé, qu'est-ce que vous avez compris? Les gens n'ont rien compris. C'était beaucoup d'explications techniques. On n'en a que fait de ça, honnêtement. Et il a situé 2 points majeurs. Voilà. Et ça, j'ai vu qu'en fait, on est mal barré. Voilà, on est très mal barré. Il dit que non, c'est à cause du soleil. Et puis, c'est à cause du quoi? C'est à cause du soleil. C'est les 2 points qu'il a donnés. Il dit c'est à cause du soleil. Et puis, c'est quoi là, d'autre là, que j'avais expliqué? C'est qui ça? Voilà. Donc, il y a la chaleur et puis il y a l'augmentation de la demande. Non, les gars, il faut qu'on soit sérieux. Et c'est ce que je disais à quelqu'un. Quand il est sorti, il m'a appelé, qu'est-ce que tu penses de ce que le directeur du Côte d'Ivoire Énergie? Il dit non, mais le directeur du Côte d'Ivoire Énergie, il a fait 2 choses. Il est venu montrer qu'Alassane Ouattara, c'est un bosseur. Que personne n'a fait mieux que lui. Que du fait que, même malgré le fait qu'on ait des coupures de courant, ce que Ouattara a réalisé est énorme par rapport à ce qui a déjà été fait. Ils sont toujours dans la comparaison avec ce qui a été fait avant Ouattara. Non, c'est parce que vous avez estimé que ceux qui étaient là n'ont rien foutu que vous êtes là. Donc pourquoi vous se comparer à celui qui n'a rien foutu? C'est ça. Pourquoi se comparer à celui qui n'a rien foutu? Moi, je suis premier de ma classe. Je vais me comparer au premier d'une autre classe. Je ne vais pas me comparer au dernier de la classe. Parce que si j'estime que je suis meilleur, je me compare à d'autres qui sont meilleurs que moi. Mais pas à celui qui n'a pas mon niveau. Donc, à chaque fois, venir dire non, voici ce qui s'est fait. Donc, le DG de Côte d'Ivoire, je vais revenir sur un panel dessus parce que je vais bien expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe. Et rentrer plus dans des explications techniques. On en a que faire. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça... ça me faisait pitié, quoi. Voilà, ça me faisait pitié. Quand on annonce, par exemple, un plan, c'est toujours des plans globaux d'investissement sur 15 ans de 10 000 milliards qui a été initié en 2016.
Bon, on en est où? Ça veut dire que depuis 2016, il y a de l'argent qui a été décaissé pour renforcer notre réseau de distribution, pour accroître notre capacité de production. Déjà même qu'il dit qu'en termes de production, on n'a pas de problème. Mais il ment, parce que moi je me rappelle que l'une des raisons pour lesquelles les factures de courant ont subi une augmentation, c'est parce que justement on avait un gap de production et que ce gap-là devait être comblé. Mais aujourd'hui, on veut nous dire qu'on n'a pas de problème en matière de production, mais c'est surtout au niveau du réseau de distribution. Voilà, on a raccordé plus qu'il n'en fallait. Et donc, mais est-ce que les gens, je ne sais pas hein, si on comprend ce qu'il est en train de dire, mais frère, en fait, ce qu'il dit, c'est quoi? Il dit que le raccordement massif aussi joue dans le fait qu'on n'ait pas un courant de qualité. C'est-à-dire que, bon, tellement de gens sont branchés sur les réseaux électriques que finalement, quand il y a un petit souci, pouf, tout saute. On ne peut pas dire ça que c'est un choix politique. En fait, ce qu'il a voulu dire ici, c'est quoi? Ça veut dire que ils permettent un raccordement massif des populations à l'électricité, mais ils n'arrivent pas à faire suivre derrière la qualité du courant qu'ils vont distribuer. En fait, il n'y a pas de quoi envoyer ou donner de l'électricité proprement aux nouveaux Ivoiriens qui ont été raccordés. En fait, c'est juste qu'ils ont privilégié les chiffres pour faire des annonces pompeuses au détriment de la qualité du service. C'est pour dire, oh, 94, en 50 ans, la Côte d'Ivoire n'a jamais pu, comment on appelle ça, étendre l'électricité sur tout l'ensemble du territoire. Mais depuis que Dramane est là, 94% de la population a accès à l'électricité. C'était juste ça. C'est comme si, comme je disais sur le panneau soleil, tu t'abonnes à Canal, mais tu n'as pas les chaînes. Bon, est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire, tu as beaucoup d'abonnés, tu dis non, venez vous abonner. Et puis tu dis non, moi en Côte d'Ivoire, hein, j'ai 100 000 abonnés. Alors qu'au Togo, ils ont 10 000 abonnés. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les 100 000 abonnés là, c'est vrai, ils sont abonnés à Canal, mais plus de la moitié ne reçoit pas les chaînes. Donc, ça sert à quoi d'être abonné? Alors qu'au Togo, exemple tout simple, ils ont 10 000 abonnés, mais les 10 000 abonnés reçoivent les chaînes. Donc, c'est pour venir se taper la partie pour dire qu'il y a plus d'abonnés, mais dans le fond, ce pourquoi les gens se sont abonnés là, ils ne reçoivent pas le service pour ce pourquoi ils se sont abonnés. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça, moi, je dis, c'est pas un choix stratégique, c'est une erreur. Voilà, c'est un manque de planification, mais surtout, je trouve que c'est de l'amateurisme. Comme on veut donner tous les loyers à Ouattara pour dire qu'il a travaillé là, il a envoyé le courant partout, donc on facilite comment on appelle ça, le raccordement, et puis les gens sont là, on n'a pas courant. On ne met pas les investissements qui vont avec. Vous voyez, non? Je vous ai dit que quel que soit le secteur d'activité, Ouattara ne pourra rien apporter aux Ivoiriens. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà. Il n'a aucune solution. Il ne pourra rien créer, comme on le dit chez nous. Regardez tous les problèmes qui touchent les Ivoiriens. Et donnez-moi la solution à apporter à un seul problème. Il n'y en a pas. C'est la vérité. Quand ils étaient en opposition, ils disaient, oh, la vie est chère. Huile 700, est-ce que c'est la guerre? Viande 800, 1 kilo, est-ce que c'est la guerre? Je ne sais pas moi. Ils ont cité les denrées de première nécessité pour dire que rien ne justifie que les prix là soient à ce niveau. Même s'il y a la guerre, on ne peut pas permettre que ces prix de ces denrées de base là soient à ce niveau là. Maintenant, quand eux ils viennent là, où sont les prix? À quel niveau en sont les prix? Voici les questions. Ils ont dit que chez les autres, quand les autres étaient là, c'était cher. Ils n'ont pas pu résoudre le problème des coûts des denrées de première nécessité. Au contraire, 1 litre d'huile, ça fait... Mais ça, ce sont des denrées de base. Donc, le gouvernement devait pouvoir se démener comme un beau diable pour subventionner tout ça. C'est la seule façon d'alléger le quotidien des Ivoiriens. Puisque le pouvoir d'achat est déjà très faible, les gens n'ont pas l'argent. Voilà. Les gens n'ont pas l'argent. Donc, si le coût de la vie s'envole,
il faut mettre en place des programmes ambitieux afin d'alléger un peu. Voilà. Mais rien. Vous allez prendre le logement, rien. Avant de venir, allez-y prendre le programme de gouvernement, le projet de société de Ouattara. Regardez comment est-ce qu'ils ont décliné les axes d'intervention pour résorber le problème du logement en Côte d'Ivoire. 50 000 logements qui manquent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, eux là, ils ont la solution à ça. Ils n'ont jamais pu résoudre un problème des Ivoiriens. Vrai, hein? À chaque fois que vous allez leur dire, ils vont dire, non, on lutte contre la pauvreté. On a mis un programme, les filets sociaux. Et puis les gens ne cherchent pas à s'informer, c'est quoi? Personne ne cherche à comprendre c'est quoi. Et on prend ça comme des campagnes pour faire croire que tout l'argent des Ivoiriens sert à les aider. Mais les filets sociaux là, mais c'est un programme de la Banque mondiale. C'est financé par la Banque mondiale, c'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire. J'ai fait un débat dessus avec Kokora. Parce que ils n'ont pas d'autres... comment je peux dire ça? Ils n'ont pas d'autres informations. Toutes les informations qu'ils ont, ils les tirent de ce que dit le gouvernement. Voilà. Et ils brandissaient ça. Non, on a lutté contre la pauvreté. On a fait les filets sociaux. On a pris 200 000 ménages en compte. Et puis, sur les panels, tu les vois, ils prennent ça pour vanter les mérites. Donc, moi, je demande, tout simplement, est-ce que c'est un programme initié par l'État de Côte d'Ivoire? Ce projet-là. Tout le monde répond oui. Mais il est sorti la preuve. Je suis allé sur le site de la Banque mondiale. C'est un programme. Et pendant que je parle là, vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez aller vérifier. Je n'invente rien. Les informations sont là. Il faut aller les chercher tout simplement. Le programme des filets sociaux, c'est un programme de la Banque mondiale. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a été impactée par ce programme-là. Il y a aussi le Mali. Je crois le Burkina. Et c'est la Banque mondiale qui a financé cela. En amont comme en aval. Il n'y a pas 5 francs de la Côte d'Ivoire dedans. Maintenant, regardez ce que ça vient gérer. 30 000 francs. Non, 36 000 trimestriellement. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour une famille, quand on sait la taille des familles nucléaires, là, c'est au moins papa, maman, 2 enfants. Au moins ça. Parce qu'en Afrique, on a une démographie qui est très forte. Et puis vous savez que nos familles, en Afrique, c'est pas seulement papa, maman, enfant. Il y a cousin, cousine, il y a la belle-sœur. Bon, ça, on peut faire fi de ça. Mais une famille nucléaire normale, là, en Afrique, en moyenne, c'est au moins 2 ou 3 enfants. Donc, si vous voulez aider une famille, parce que la Côte d'Ivoire, c'est moins d'$1 par jour pour les populations. Ça veut dire que plus de 31 à 35% de la population vit avec moins d'$1 par jour. On est combien? Prenez 30% de la population, 35% de la population. Ça fait plus de 11 millions de personnes qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est très grave. Maintenant, dans les 11 millions, ceux à qui on apporte une aide, ils sont 200 000. Ça représente combien de pourcents? Est-ce qu'on peut dire de ça que c'est un combat contre la pauvreté? De vous à moi. De vous à moi. Et combien on leur donne? 36 000. Trimestriellement, ça veut dire 12 000 par mois. Mais qui vit à 12 000 par mois en Côte d'Ivoire pour une famille? Donc, ce n'est pas un programme qui est ambitieux pour résorber le problème de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Ils ont eu une autre trouvaille qu'ils ont appelé faire un popote gouvernemental. C'est-à-dire, on prend les familles Djoul là, on leur donne un sac de riz. Mais c'est quoi tout ça là? Est-ce qu'un gouvernement sérieux fait ça? Est-ce qu'un gouvernement sérieux fait ça? En fait, je cite tout ça. Regardez par exemple. Ils disent avoir construit 1000 lycées et collèges. Mais qui se pose la question de voir où est-ce que nous pouvons avoir la liste exhaustive des collèges et des lycées créés? On veut savoir. Pourquoi on veut savoir? Pourquoi on doit avoir un droit de regard? Parce que c'est l'argent du contribuable. Je l'ai dit. Quand Ouattara va s'endetter là, il ne donne pas son bulletin de salaire à lui. Il ne donne pas lui-même ses garanties. Il ne s'endette pas en son propre nom. Il s'endette au nom de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que l'argent qu'il prend dans la Côte d'Ivoire, là, mais c'est la Côte d'Ivoire qui doit rembourser. Mais ce n'est pas lui, l'individu Ouattara. Donc, on a un droit de regard sur mais l'argent qu'il emprunte au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi quand on demande qu'est-ce que les gens ont fait avec les crédits, les dettes, là, l'endettement massif, là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pourquoi les gens s'offusquent? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'offusquent. Mais c'est en notre nom que tu as pris les dettes. C'est nous, on doit rembourser. Pourquoi tu ne veux pas qu'on sache ce que tu en fais? Ce que tu fais de cette dette-là. Nous, on doit savoir ce que tu fais de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais non, les gens non. Ouattara a dit quelque chose quand il était dans l'opposition. Un instant. Hein. Okay. Ouais. Je peux parler quand demain matin. Ouattara a dit quelque chose dans l'opposition. Souvenez-vous, où il parlait de la dette exorbitante. À l'époque, qui était de 6 000 milliards. Il s'est offusqué. Il s'est effaré. Il est tombé des nues. Il dit 6 000 milliards. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a changé? C'est la même Côte d'Ivoire là. Mais on est à combien? Il a doublé, il a quadruplé même pratiquement. Il a multiplié par 8 même, si je veux, notre dette. Alors que déjà 6 000 milliards, tu trouvais que ça donnait le vertige. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pour une fois où j'ai été d'accord avec lui, il dit que la dette là, les 6 000 milliards là, ça compromet l'avenir de nos enfants. En fait, on tue le futur d'une génération en Côte d'Ivoire. Ça dit que à cause de la dette, notre avenir, l'avenir de nos enfants sera hypothéqué. Mais ça, c'est vrai. Mais ça, il le disait pour 6 000 milliards. Donc, je demande à mes frères ivoiriens. Donc, 40 000 milliards, là, ça va faire quoi? Si 6 000 milliards hypothèquent l'avenir de nos enfants, donc 40 000 milliards va faire quoi? Et on ne comprend pas trop bien le sens de l'hypothèque de l'avenir par la dette. En fait, j'en parle, mais c'est avec beaucoup de mal, de pincement, ça m'énerve en fait. C'est vraiment, ça m'énerve. Faut pas encore... Donc, je veux dire que ils n'ont jamais pu trouver une solution. Je vous le dis, ils vont entrer dans du chiffrisme. On a un PIB à 4-5%. On a fait ça, on a fait ci. Là, c'est toujours l'effet d'enfumage. En fait, ils vont brandir toujours la théorie. Mais normalement, si théoriquement, les choses se passent bien, on devrait ressentir ça physiquement. Si la Côte d'Ivoire est à une forme économique excellente, les Ivoiriens devraient pouvoir ressentir cela. Aussi simple que ça, juste au niveau du coût de vie. Mais on est dans une cherté de vie qui ne dit pas son nom. Mais c'est la dette là qui fait ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bon, soit, tout ça on sait, soit. Mais pour revenir au courant, avec ce que j'ai entendu dire du DG de Côte d'Ivoire Énergie, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Ni aujourd'hui, ni demain. Vous savez pourquoi? Pourquoi je ne crois pas que les choses vont peut-être se ressasser assez facilement ou assez rapidement, ou se résorber assez rapidement? Ils ont toujours annoncé des plans de sauvetage ou bien des plans d'investissement. Regardez, quand affaire de logements sociaux a chauffé là, ils ont dit tout de suite l'État, je me rappelle très bien, l'État va faire un plan d'urgence pour parer rapidement à l'insuffisance voilà, des logements sociaux. Donc, ils vont décaisser un projet de prêt, ils vont décaisser la somme de prêt de 50 milliards, des choses comme ça. À chaque fois que on les interpelle sur une situation qui devient grave, ils ont un plan d'élaboration tout de suite. Et c'est ce que le DG de Côte d'Ivoire Énergie est venu faire. Donc, ça ne m'a pas surpris. Il y a mes témoins, j'ai mon fils là, je suis passé avec lui, je lui ai dit, tu vois, il va finir par dire que ils ont un plan ils ont un plan d'investissement, Tchawa, de tels milliards. C'est la parole, c'était encore dans ma bouche que le gars a dit, on a 10 000 milliards de plans. Ouais. Donc, ils vont pouvoir rien créer parce qu'ils n'ont jamais pu faire face
au problème des Ivoiriens. Maintenant, il y a un frère qui m'a envoyé, comment dire, je ne sais pas s'il est sur le panel, il y a un frère qui m'a envoyé le lien de l'intervention de choses, comment on appelle ça, Assalé Tchemoko. Voilà. Assalé Tchemoko. Voilà. Assalé Tchemoko. Il m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé. Et puis, il veut que ça fasse office d'un panel. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Pas parce que c'est Assalé Tchemoko, hein. Mais je veux dire que on doit désespérer de cette relève, de ceux-là qui vont faire la politique après la génération du président Laurent Gbagbo et tout ça. Je veux dire qu'on doit désespérer. Honnêtement, moi je vous le dis. Si ceux-là doivent prendre la relève de la gestion de la Côte d'Ivoire, autant quitter la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi ça m'a conforté encore sur le fait que si le président Laurent Gbagbo est encore dans l'arène, c'est parce que il veut vraiment léguer quelque chose à des gens sûrs. Voilà. Parce que si c'est les gens de la trempe des Assalé, tout ce que vous voyez là, on est foutu, hein. On est foutu. Et moi, j'invite la plupart des jeunes Ivoiriens à s'intéresser à la politique. Il faut éviter le narratif qui dit que non, je ne suis pas politique, je ne fais pas la politique. Mais tu ne fais pas la politique, elle te fera. Est-ce qu'en ce moment-là, ce ne sont pas les affres de cette politique-là que nous subissons? Donc, tu n'as rien décidé et puis tu subis les conséquences de ce que tu n'as même pas décidé. Non. Non, c'est pas possible. Il faut s'y intéresser. On n'en a même pas le choix. Si ce sont les Assalé Tchemoko, on doit laisser pour venir gérer. Parce que les gens, soi-disant, gérer des petites communes qui ont à peine 10 000 âmes. Et sur cette base, ils vont se prévaloir d'être aptes à gérer la Côte d'Ivoire un jour. On est foutu. Ah oui, on est foutu. Il dit tellement de contre-vérités. Et les gens, ils n'ont pas le courage. J'ai suivi une partie où il disait que Ouattara est fort. Il a cette capacité d'anticiper les coups des événements. Il a rendu l'opposition pratiquement inexistante. Que Ouattara, c'est un maître à jouer. Il a toujours un coup d'avance sur ses opposants. J'ai dit, mais est-ce que c'est de la même Côte d'Ivoire ou c'est du même Ouattara qu'on parle? Ouattara, c'est un maître à jouer en quoi, frère? Ouattara, il est venu en Côte d'Ivoire, il a pris les armes, il a tué les gens. Où est sa capacité d'anticipation, là? Où est la politique? Ouattara n'a jamais fait la politique. Ouattara, c'est la violence. Point final. Qu'est-ce qu'on veut lui donner? J'ai écouté le qualificatif, il y a le professeur Dion. Voici les intellectuels dont il faut désespérer. Mais définitivement, quoi. Je l'ai entendu faire une présentation sur Alassane Ouattara. Oh là là, j'étais étonné. J'ai dit, mais comment c'est possible que de tels intellectuels puissent faire ça? Mais ils font du mal à la Côte d'Ivoire. Honnêtement. Pour revenir à Assalé. Donc, Assalé dit que Ouattara est fort, il a cette capacité comment on appelle ça? Cette capacité de réaction, hein, il a un coup d'avance, et il a pu neutraliser, il a rendu l'opposition pratiquement inexistante. Ouattara, c'est un maître à jouer, il comprend le fond. Mais c'est faux. Ouattara, c'est un tueur, point final. Tuer là, c'est pas faire la politique. Ouattara, il est venu sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Comment? Par la violation des règles. Tout simplement, il a enfreint l'ordre constitutionnel. La première force de Ouattara, on a vu les marches du RDR depuis 2001. C'est la violence, c'est les meurtres, c'est les assassinats. Il tue pour s'imposer. Ouattara n'a jamais essayé de convaincre qui que ce soit. Il a toujours vaincu. Où est la politique dans ça?
Et puis on va dire que non, il est fort, c'est un maître à jouer. Moi, je ne vois pas la politique là-dedans. Quelqu'un qui prend rébellion et tue les gens, il fait coup d'État à Béti, il fait tomber, il prend politique et tue. Quand il vient au pouvoir, il exclut tous ses potentiels adversaires dont il sait qu'ils ont une représentativité qui est claire, qui est avérée. Et puis ça en fait élection contre KKB. Et puis on dit il est fort. Mais moi je ne comprends pas, il est fort comment? On dit non, il a rendu l'opposition inexistence. Mais c'est normal puisque tu mets les opposants en prison. Ces opposants qui ne prennent pas les armes pour se faire entendre. Ces opposants qui sont civilisés, qui sont empreints de vertu démocratique. Tu les prends, tu les mets en prison, tu leur colles des faux procès, tu traumatises, tu prends Téné Birahima, un arriviste, un parvenu, quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, il n'a fait ses classes nulle part, juste parce qu'il est le fils ou le frère de Ouattara, on le met à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire, mais à côté, il a un goulag qu'il tient, où il enferme les gens qui sont contre le pouvoir de Ouattara, on les torture là-bas, il a une milice privée, donc dénommée pour moi les escadrons de la mort, mais qu'on appelle abusivement les encagoulés, tant les méthodes se rapprochent de ceux des escadrons de la mort, donc moi je dis sont les escadrons de la mort, quand tu viens chez quelqu'un à 2h, 3h du matin pour l'enlever, pour traumatiser ses enfants, sa famille, et qu'on ne sait pas où le gars est, et quand il réapparaît, il est traumatisé suite à des tortures graves. Mais ça, ce sont des méthodes des escadrons de la mort. Donc, c'est ça, là, on dit quelqu'un, il est politicien, là. C'est ça, on dit non, il a la capacité il peut anticiper. Et puis, c'est Saleh Temoko qui dit les jours comme ça. Toi, Saleh Temoko, on a volé ta victoire. Donc, c'est parce que Ouattara a su que tu avais gagné, qu'il a anticipé sur ta victoire, et puis, il t'a fait perdre les élections. Les gars, si vous n'avez pas la force de dire les choses telles qu'elles sont, sortez de l'arène politique. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Comment Ouattara est un as en politique? Comment? Quelqu'un qui ne réagit que par la violence. Qui Ouattara a... Je ne sais même pas comment dire ça. C'est pour ça que je dis, si ce sont les Assalés de Chomoko là, qui vont être vos présidents demain, les gars, on est foutus. Non, on est dans paix, on est dans paix. Oui, on est dans paix. On est dans paix parce que... Moi, Assalé Chomoko, c'est quelqu'un en qui je n'ai aucune confiance. Et moi, je vais vous le dire. Il est déjà monté sur des panels. J'ai déjà eu à discuter avec lui, à lui poser certaines questions qui sont restées en suspens. Je suis resté sur ma faim, il n'a pas pu répondre clairement. Je comprends que c'est quelqu'un qui louvoie beaucoup et qui veut s'attirer les bonnes grâces. C'est pas mauvais en soi, mais il faut que ce soit sur la vérité. Je trouve curieux que parmi la multitude des députés, il ait été le seul à proposer des lois. Il a été le seul à s'opposer aux lois proposées par les députés du RDR. Qu'il est le seul, à chaque fois, c'est lui, à Saleh Tchoumonko. Comme si, en fait, les débats parlementaires n'ont lieu que parce que lui, il est au Parlement. Moi, je suis choqué, en fait. Donc là, déjà, ça m'a fait bizarre. Et moi, je lui ai posé la question une fois. J'ai dit, bon, avant même d'être député, tout et tout, vous tenez un journal, n'est-ce pas? Il dit oui. Qu'on appelle éléphant déchaîné ou canard boiteux ou canard déchaîné, je ne sais pas, ou canard enchaîné. Whatever, je ne sais pas. Je lui ai posé la question. C'est un journal d'investigation. Il dit oui, c'est un journal d'investigation. Il dit ok. Effectivement, il y a eu des affaires que vous avez démenées suite à différentes investigations que vous avez menées. Et les investigations, même vous avez pu trouver les commanditaires et tout ça, mais d'une façon extraordinaire. Et tout. Il m'a dit oui. J'ai dit, les sources, même si elles ne peuvent pas être dévoilées, mais pour un investigateur que vous êtes, comment est-ce que vous avez accès à vos sources? Parce que ce que j'ai compris, c'était quoi? Généralement, quand il menait ces investigations, pour la plupart de ceux qui étaient incriminés, étaient des gens qui étaient peut-être du parti politique, qui étaient du parti au pouvoir, mais qui avaient des bisbilles avec d'autres dirigeants. Je veux dire quoi? Par exemple, il n'est du même camp avec le RDR, mais comme ils ne s'entendent pas, un peu comme ce qui se passait à Big Togo, où subitement, c'est maintenant qu'on sort toutes les affaires sales de Big Togo, comme si, voilà, ça dit que quand il y a des frictions, c'est là qu'on va trouver les affaires sales sur le gars, on va le livrer à la vindicte et puis on profite de ça pour le casser.
C'est bizarre. La plupart de ces affaires résolues, pour beaucoup d'entre elles, ressemblaient à ça. Donc moi, je pose la question, mais comment tu as tes sources? La réponse qu'il m'a donnée, il dit, j'achète, je paye. Hey, Dieu. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, à combien? Il dit, 1 million, 2 millions. Il dit, ouais. Donc toi, pour épingler les gros directeurs généraux des différentes structures qui détournent de l'argent pour avoir les dossiers incriminants et tout ça, toi, tu payes 1 million pour avoir ça. Tu es sûr de ce que tu dis. Il est respecté en même temps. En fait, j'ai compris que ce sont des gens, c'est un peu une forme de mercenariat. On les utilise, on leur donne des dossiers pour faire tomber telle personne. Remarquez que c'est le gars qui n'a... Il vient faire, parce que les gens ont commencé à devenir suspicieux. Un peu dit, mais toi, tu t'attaques même souvent à des gens du régime, mais tu n'es pas inquiété. Comment ça se fait? Je dis, mais on m'a déjà envoyé devant le pôle économique et tout, pour poser des questions. On m'a déjà plusieurs fois convoqué sur des affaires. Non, j'ai dit non, les gars, il faut qu'on nous prenne au sérieux, frère. Les Ouattara, là, ils ont une seule façon de fonctionner. Quand tu n'es pas avec eux, tu les emmerdes, ils t'attrapent, te foutent en prison. Voilà. C'est comme ça, eux, ils fonctionnent. Que tu aies raison ou pas, du moment où tu représentes un obstacle, un danger, je ne sais pas moi, tu représentes quelqu'un, une cible à abattre, ils vont t'arrêter, on te jeter en prison. Il n'y a pas, tu as t'expliquer, non, jamais, ça n'existe pas. Donc si toi, on peut t'emmener, tu as t'expliquer, et puis on te relâcher, c'est que vous êtes même chose. C'est simplement qu'on veut donner l'impression que tu es un peu impartial, et que voilà, on peut aussi t'interpeller sur certains faits. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je le trouve trop libre. Voilà, je le trouve trop libre. Donc, quand il dit de Ouattara, il fait les éloges de Ouattara. Il essaie de souffler un peu sur les choses, sur le froid. Moi, je vais poser la question clairement. Je dis, monsieur Assalé, que pensez-vous du 4e mandat? Il ne peut pas parler. De toute façon, on a demandé à Bleu qu'est-ce qu'il passe du 4e mandat. Et puis, il repose la question au journaliste. Vous me demandez ce que je pense du 4e mandat. Bon, où est la caméra? Et puis, il commence à répondre à la question par... Vous savez, quelqu'un un jour m'a posé cette question. Il m'a demandé ce que je pense du 4e mandat. Et vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit à la personne, quand on faisait le 4e mandat, je n'étais pas là. Mais pourquoi on parle de 4e mandat? Il y a 3e mandat. C'est exactement ce qu'Assalé fait. C'est pour ça que c'est des camarades, ils se parlent, ils se connaissent là. Hein, vous voyez? On les appelle... Ce sont des gens qui font ce qu'on appelle le larbinisme. Voilà, ce sont des larbins. Un larbin, c'est quelqu'un qui a la solde, qui est manipulé, qui est utilisé au profit d'eux. C'est du larbinisme, tout simplement. Quelqu'un qui fait du larbinisme, il ne dit jamais les choses clairement. Il va toujours tourner autour. En tout cas, il ne pourra pas vous dire les choses clairement. Voilà. Et c'est leur caste. Lui avec l'ancien préfet d'Abidjan, là. Ils n'arrivent pas à dire les choses clairement. Ils veulent se présenter comme des alternatives crédibles sans pour autant dénoncer ce qui s'est fait. Mais tu as une alternative quand déjà tu peux dénoncer ce qui s'est fait. Pour dire, bon, voilà ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc moi, quand il est venu, je vais pas faire ça, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais tu ne dénonces pas ce qui est mauvais et puis tu dis non, tu as une alternative. Peut-être même tu as fait pire que ce qui s'est fait. Oui. Si tu n'arrives pas à dénoncer, à dire 4e mandat là, c'est en toute violation des règles constitutionnelles. Mais ça veut dire que si toi tu viens même là, tu as fait pire, peut-être tu ne dénonces pas ce qui est mauvais. Si tu ne dénonces pas ce qui est mauvais, ça veut dire que tu es d'accord. Parce que qui n'accuse pas, s'excuse et est d'accord, est complice. Voilà. C'est en cela que je dis que si c'est eux, la crème montante des hommes politiques en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de cette auberge-là. Donc, il faut revoir ça. Donc, moi, je vais faire un panel. Je n'ai pas l'habitude de faire ça parce que quand je sais ce à quoi tu joues,
je ne m'occupe pas de toi. Pour moi, c'est une perte de temps. Mais il faut éclairer la lanterne des gens. Après le panel sur le gars de Côte d'Ivoire Énergie, là, pour expliquer en détail et tout ça, j'ai parlé un peu de ça sur le panel du soleil. Je vais vous donner quelques points, je parle en profondeur, pour comprendre, faire comprendre aux Ivoiriens ce qui se passe réellement, parce qu'ils ne vous diront jamais ce qui se passe clairement. Voilà. Parce que, en fait, on subit de plein fouet les impacts de la dette. C'est lié. Les gens ne comprennent pas. C'est lié. Quand le FMI nous impose les passes dans les années 80, 90, le programme d'ajustement structurel, les passes ont consisté à faire quoi? C'est là qu'on a arraché nos économies. C'est là qu'on a arraché toutes nos économies. C'est là qu'on a perdu nos emprises sur nos ressources. Tu n'as plus d'argent. On fait tomber volontairement les pays qui ont beaucoup de richesses là et de ressources dans la précarité économique, dans un marasme économique. Et puis on leur dit, si vous voulez sortir de là, il faut libéraliser tel secteur. Le secteur de l'eau là, donnez ça au privé. Mais qui est le privé en fait? C'est comme ça qu'on nous a tout arraché. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on nous a tout arraché. Donc, quand tu dois beaucoup d'argent, quand on est obligé d'emprunter auprès des fonds vautours, quand on ratifie le traité auprès de la Banque mondiale pour discuter avec ces fonds vautours, quand on remet à plus tard, quand on diffère des paiements suite à l'encours de la dette, mais celui à qui tu dois, il va te dire ce que tu dois faire. Il va te dire, bon, écoute, il faut augmenter l'électricité, puisque là-bas, tu peux avoir de l'argent pour me payer. L'eau, là, il faut augmenter. Tel secteur pétrolier que tu as trouvé, là. Bon, au lieu normalement d'avoir 30%, ben, donne 8% à l'État, et les 92%, tu donnes ça au groupe qui va venir forer. Et c'est comme ça. Et ça, c'est la dette qui fait ça. C'est la pression de la dette. Voilà. Et donc, on ne peut pas investir massivement dans notre capacité de production électrique parce que tout l'argent là compte pas dans le remboursement justement de cette dette sauvage là. C'est pour ça qu'on dit s'endetter intelligemment, c'est important. Parce que quand tu t'endettes et que la dette n'est pas bien utilisée, n'est pas réinvestie intelligemment, ne booste pas le secteur, comment je vais dire ça, industriel, tu ne crées aucune richesse. Donc, où tu enlèves l'argent pour rembourser? C'est dans la poche, c'est dans nos poches, ils prennent ça. Pourquoi chaque année, la NES fiscale, là, ça change? Chaque année en Côte d'Ivoire, moi, j'ai jamais vu ça. Les circulaires douaniers. Allez-y voir les taxes. C'est incroyable. C'est à croire qu'en Côte d'Ivoire, on ne vit que par ça. On ne produit plus aucune richesse. On ne sait plus quoi, on sait rien. Ouais, on va subir, mais de la façon la plus... Si Ouattara a été obligé de garer les gouverneurs, comment ils ont appelé ça, les ministres-gouverneurs là, qu'on a nommés bêtement là, c'est que les gars, c'est chaud. Voilà. Parce que ceux-là, ce sont les amis d'hier qui ont travaillé à te donner le pouvoir aussi. Il faut qu'ils continuent de manger, il faut qu'ils continuent à se rembourser leurs investissements et tout ça. Mais si vous voyez qu'ils les déposent, c'est chaud les gars. C'est chaud, hein. Alors je me demande comment toute cette masse d'argent annoncée par le DG de Côte d'Ivoire Énergie sera décaissée pour investir dans notre secteur énergétique. C'est une question de bon sens, quoi. Donc, quand tu vois ça, tu tires la conclusion pour te dire, ah, c'est que les gars, même, ils pourront rien créer. Ils pourront rien créer. Ils pourront rien créer. Donc, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Ce qui nous manque, c'est cette transparence. Il n'y a pas la clarté dans les défis engagés par l'État de Côte d'Ivoire. Tout est maquillé. Tout est enrobé pour nous donner l'illusion que tout est bien. Mais dans le fond, quand tu creuses, c'est comme un tombeau blanchi en fait. Une belle peinture à l'extérieur, mais quand tu vas en profondeur, mais c'est de la pourriture. Et c'est ça en fait le problème de la Côte d'Ivoire. On enrobe tout. Comment la Côte d'Ivoire peut dire qu'elle n'a que 2% de chômeurs? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand on fait ça, ça rend le pouvoir paresseux sur des questions évidentes de suivi.
Le chômage, c'est l'une des plaies des pays. Pour mesurer l'embonpoint d'un pays, le premier indicateur, c'est le chômage. Regardez dans les pays développés, c'est le taux de chômeur qu'on regarde. Plus le taux est faible, plus le pays va bien. Si je mens, vous me le dites. C'est l'un des points clés. Parce que quand il y a du travail dans le pays, il y a l'argent. Chacun contribue. Les impôts vont faire vivre l'État. Les banques vont souffler. Parce que le taux de bancarisation va être important. Et l'État, au lieu d'aller emprunter dans des devises étrangères, aller s'étouffer avec des dettes avec des marges exorbitantes, va emprunter sur le plan local, en monnaie locale. Pourquoi? Parce que les gens travaillent, ils ont de l'argent, ils peuvent épargner. Mais si les gens doivent travailler, mais c'est qu'il y a un secteur industriel qui est bon. Il y a un secteur privé qui est producteur d'emplois. Parce que le pays tourne bien. Voilà. Mais quand il y a beaucoup de chômeurs, ça dit que tout est fermé. Il n'y a rien qui tourne. Les investissements ne vont pas là où ils doivent aller. Il y a tellement de points, mais on vient nous... Non, on n'aime pas Ouattara. Ouattara, il n'est pas bon. Mais nous, on sait que Ouattara n'est pas bon. Et puis là, on vient dire, non, Ouattara, il a fait pont, il a fait route, il a fait goudron qui a quitté à Cinéma Tchali. Moi, j'ai posé la question aux gens du Nord. J'ai dit, vous allez subir. Pas parce qu'il y aura une vengeance qui va être enclenchée contre vous, on n'en a même pas besoin. Mais le glaive qui a été... Ce glaive que vous avez enfoncé au sein de la mère patrie, là, le bras qui tenait ce glaive-là, a dit que c'est parce que vous, là, on vous a sorti du programme de développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas bénéficié du fruit de la richesse de la Côte d'Ivoire en termes de développement. On vous a laissé pour compte. OK? Et donc, ceux qui portaient ce glaive-là ont dit vouloir venir réparer les torts causés à votre région. Donc, faites de votre région des régions riches. Niveler le niveau de développement de la zone nord par rapport au sud. Donc, eux, ils allaient venir uniquement pour développer le nord. Maintenant, montrez-moi le niveau de développement du nord. Montrez-le-moi, s'il vous plaît, chers parents. Parce que vous avez donné votre onction à ceux-là qui sont venus tuer vos compatriotes. Montrez-nous le développement du nord. Quelle est l'usine? Montrez-nous, montrez-nous. Qu'est-ce qui a été mis là-bas? Montrez-nous. On dit non, ils ont fait goudron. C'est pour se déplacer? Je suis d'accord. Mais ça produit quelle richesse pour que vous puissiez sortir de la pauvreté qui vous frappe là? Ça vous produit quels sont les hôpitaux? Quels sont les moyens sanitaires mis à vos dispositions? On a vu les gens d'Odéné sortir, c'est plein de marchés à cause de leur hôpital là-bas qui était n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus solutionner pour vous? C'est le goudron là. Mais qu'est-ce que ce goudron-là vous apporte? Venez nous dire. Bah, le goudron là et puis vous pleurez toujours. C'est grave. C'est grave. Et si les gens se faisaient fort d'ouvrir le débat politique sainement, je pense qu'on allait pouvoir leur apporter des réponses claires. Et puis les Ivoiriens, sans même qu'on leur explique quoi que ce soit, allaient porter leur choix sur le candidat de leur choix, sans jeu de mots. Parce que quand vous voyez, regardez hier, oh vraiment, j'ai regardé la réunion du RHDP à la rue Lépic. Mais c'est le gouvernement qui est là. C'est-à-dire que on a eu l'impression que c'était un conseil des ministres. Je ne sais pas si quelqu'un a vu les photos comme moi. C'est le gouvernement qui est là. C'est le gouvernement qui est là. C'est le gouvernement qui est là. Vraiment, j'aurais voulu rester avec vous beaucoup plus longtemps. Mais on va pouvoir se reparler. Ben, si on reparle ça, on ne va jamais quitter ici. Tellement il y a des choses à dire. Les gars m'ont restreint 2 fois. Moi, j'ai besoin de ma page pour communiquer. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, le débat sur, comment dirais-je, les solutions d'ado pour sauver l'électricité, là.
le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie est venu exposer le plan de sauvetage de ce secteur-là. Donc, est venu exposer ce qu'ils vont faire pour ne plus qu'il y ait des coupures intempestives. Mais de ce que j'ai entendu dire de lui, les gars, on est mal barré. Voilà, on est mal barré parce que pour lui, on a, de tout ce qu'il a dit, hein, si je veux résumer tout ça. Merci, Jazzy, merci. Si je veux résumer tout ça, en fait, on a, pour moi, hein, on a un système électrique qui est fragile. C'est vrai, on distribue du courant, tout ça, mais on a un système qui est fragile. Quand il a fait l'état des lieux, et de ce que nous pouvons constater, on a un système électrique fragile. Pas à cause des Ivoiriens, pas à cause de la chaleur, mais à cause justement d'un manque de rigueur dans la gestion, manque d'anticipation, amateurisme flagrant, et surtout, il n'y a pas de projet pour renforcer notre capacité de production et de distribution. Merci beaucoup. Merci. Un panel intéressant. Ça va être beaucoup de plaisir que j'ai échangé avec vous. On pourra se retrouver quand je serai prêt. Là, j'ai voulu parler un peu là, parce que je suis en train de travailler. Et puis, j'ai ouvert le panel. Donc, quand j'aurai du temps libre, on pourra parler de ces différents points qui, pour moi, sont tellement importants pour dire que Ouattara ne pourra jamais vous apporter une solution. Voilà. Quand on veut aider un peuple, on ne tue pas le peuple qu'on veut aider. C'est ça aussi. Les gens que tu veux aider là, tu ne peux pas les tuer ou tu ne peux pas les forcer à t'accepter. Ça veut dire que tu n'as rien pour les convaincre. Donc tu emploies la torture et la soumission. On est soumis à Ouattara, à la vérité. Personne ne l'accepte, mais on est soumis de force. Donc quelqu'un qui te soumet de force, c'est parce qu'il ne peut pas te convaincre. Donc c'est parce qu'il n'a pas de solution pour te convaincre. Donc je ne sais pas pourquoi les gens, pour la plupart, rêvent du fait que la Côte d'Ivoire va connaître cette embellie. On n'a jamais connu d'embellie, jamais. Et pour nous mettre dans un rêve éveillé, ils n'ont d'autre choix que de faire des œuvres visibles, des œuvres d'ordre infrastructurel concentrées uniquement sur la partie sud, plus principalement à Abidjan. Aucun programme ambitieux de décentralisation à l'effet de désengorger le seul pôle économique attractif qui est à Abidjan. On concentre tout là, on fait des routes déviées, on fait des ponts, on fait des routes avec des lumières, tout ça, pour donner l'apparence d'une certaine forme de développement ou alors l'apparence que ce gouvernement en travaille. C'est la réponse qu'ils apportent aux Ivoiriens sur toutes les questions sur lesquelles les Ivoiriens les sollicitent. Problème de la santé, la réponse est on a fait route et pont. Problème de pauvreté, route et pont. Problème de manque de logement, on a fait des routes et des ponts. Tout type de problème trouve sa réponse dans le fait que Ouattara a fait des routes et des ponts. Voilà. Donc, ne vous attendez pas à plus parce qu'il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas plus. Voilà. Si tu prends le programme de gouvernement de Alassane Ouattara, jamais tu ne verras en première ligne les projets d'ordre infrastructurel. Il n'y en a pas. Ce n'était pas ça la priorité. C'était pas ça. Il n'a pas bâti son projet sur les routes. Il n'a pas promis aux Ivoiriens des routes. Il n'a pas promis aux Ivoiriens des ponts. Allez-y bien lire. Ça n'a jamais été l'objet de son projet de société. Quand il est venu, il a compris que c'est le moyen le plus facile de se facturer, de se faire de l'argent. C'est pas moi qui le dis. Les preuves sont là. Tout est là. Voilà. Donc, en même temps, il a fait d'une pierre deux coups. Par ça, il vole l'argent. Et puis, en même temps, si on dit, il a fait quoi? Il va dire, il a fait pont. Il a fait route. Il va dire, il a fait pont. Il a fait pont à Cinéma Djali. Il a fait la Y4. Il a fait ceci. J'ai fait cela. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Merci. Merci, les gars. Merci. On est ensemble. On va parler encore. On n'en aura pas fini. Je vais faire un panel grandeur nature pour parler de l'électricité. Et puis, voilà. J'ai fait une vidéo sur... si vous allez sur ma page, vous allez voir une vidéo
parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un panel sur la question de Apouchou et tout ça, qui a excité, qui a mis la toile en branle hier ou avant-hier, où les gens parlaient. Oh, non, j'ai fait juste une vidéo. Voilà, donc vous pouvez voir la vidéo sur ma page. J'ai tout expliqué, hein. C'est de l'enfumage, ne vous trompez pas, c'est de l'enfumage. Voilà, il n'est pas question de blanchiment de capitaux. Ce que les Apouchou là font,